charge de lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité. Donc, la discrimination n'est pas un concept forcément très répandu ou forcément totalement utilisé en France. Dans notre pays, on a plutôt l'habitude, sur certains sujets, de rechercher le consensus. On parlait d'assimilation, on a parlé ensuite d'intégration, d'inclusion. Et en définitive, on mêle un peu à tous ces sujets une composante un peu morale. Et je voudrais tout de suite dire qu'en France, on parle beaucoup de lutter contre le racisme, par exemple. Or, nous, chez les défenseurs des droits, on n'est pas chargé de la lutte contre le racisme. Autrement dit, on ne sonde pas les cœurs des gens. On est chargé de regarder dans les comportements des gens si véritablement ils appliquent le principe d'égalité. Et si la personne n'a pas été traitée à égalité pour un certain nombre de motifs qui sont des motifs illégitimes, à ce moment-là, effectivement, on commence à parler de discrimination et la discrimination est sanctionnée quand elle intervient, par exemple, en matière d'accès à des biens, à des services. Vous n'avez pas eu l'emploi, vous n'avez pas eu le logement que vous convoitiez au motif que vous êtes, par exemple, d'origine étrangère, au motif que votre nationalité ou votre apparence physique ne convient pas. Là, effectivement, ce sont des critères qui permettent, ou que vous êtes homosexuel, eh bien ça, ce sont des critères qui ne sont pas légitimes et à partir desquels on peut condamner le refus ou le traitement inégalitaire qui a été fait. Alors, dans notre pays, on a depuis longtemps des textes qui s'opposent à la discrimination. On a fêté cette année le cinquantenaire de la loi Pleven et dès 1972, il y avait dans la loi une partie qui luttait contre les discours et racisme, provocation à la haine, et l'autre partie luttait contre la discrimination. C'est l'introduction des articles 225, 1 et suivants dans le Code pénal. Et on s'aperçoit qu'il y a eu des procès très médiatiques contre de grandes personnalités sur la première partie de la loi de 72, mais la deuxième partie est restée peut-être un peu plus dans l'ombre. Et nous avons eu une définition très claire de la discrimination, simplement en 2008, quand nous avons transcrit en droit français le texte européen qui incriminait ces différences dans l'égalité de traitement. Et depuis 2008, nous avons des définitions très claires de la discrimination. Et donc là, il faut distinguer d'une part la discrimination directe. Par exemple, vous vous présentez pour pouvoir avoir un logement ou pour avoir un emploi et vous comprenez que vous n'avez pas été pris parce que votre apparence physique, votre orientation sexuelle ou même votre apparence, simplement, si il y a des gens qui n'aiment pas voir les personnes trop rondes, eh bien, vous comprenez que c'est à cause de ces motifs que vous n'avez pas été pris. Et là, vous avez ce qu'on appelle une discrimination directe, c'est-à-dire que la personne s'est comportée d'une manière négative à votre égard pour un motif qu'on peut identifier. Mais il y a plus subtil, c'est la question de la discrimination indirecte, c'est-à-dire qu'il y a des manières de fonctionner ou des règles qui semblent être objectives, s'appliquent à tout le monde, mais il se trouve qu'en les appliquant, on lèse plus ou moins telle ou telle catégorie de personnes. Par exemple, vous aviez une entreprise où on avait accordé des primes aux gens qui étaient employés à plein temps. Or, il se trouve que quasiment 80% des gens employés à temps partiel sont des femmes. Donc, ce faisant, on faisait une forme de mesure discriminatoire à l'encontre des femmes. Et par conséquent, là, c'est de la discrimination indirecte. Et c'est vrai que c'est celle-là, me semble-t-il, aujourd'hui, qui est la plus difficile à débusquer et la plus difficile à combattre. Parce que ce n'est pas comme quand vous avez quelqu'un qui affiche des propos qui sont ouvertement homophobes ou ouvertement racistes. Là, en l'espèce, ce sont des pratiques qui parfois semblent neutres et on ne s'en méfie pas. Et je crois que le sujet que vous avez voulu aborder aujourd'hui, c'est comme celui qu'on avait abordé dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur, vous avez des gens qui sont quand même des gens tout à fait honorables et pleins de bons sentiments. Et donc, la discrimination, on a l'impression que ça ne peut pas exister dans l'enseignement supérieur. Or, quand on regarde les orientations, quand on regarde qui va dans un certain nombre de filières,
qui est pris dans les classes préparatoires, qui fait les masters 2. Eh bien, on s'aperçoit que très massivement, les enfants des classes populaires ont beaucoup moins accès à cela que d'autres. Je ne parle même pas évidemment des enfants de la diversité. Donc là, il faut qu'on examine finement les manières de procéder dans tel ou tel domaine pour s'apercevoir que là, il y a eu discrimination. Alors, en ce qui nous concerne, chez le défenseur des droits, donc nous pouvons intervenir et je crois que nous existons à côté des juges et ça peut avoir un intérêt évident pour tout le monde. Puisque comme je vous le rappelle, la discrimination intervient en matière pénale. Et là, il faut prouver l'intention délictuelle et montrer que la personne a voulu vous éliminer ou vous traiter mal à cause de votre origine ou à cause de votre orientation sexuelle. Il y a donc la discrimination qui est indirecte, j'en ai parlé, mais il y a surtout le fait que pour ne pas avoir à se casser la tête sur les questions d'intention délictuelle, on peut aussi aller directement devant les tribunaux civils. Et dans les tribunaux civils, nous incluons évidemment les conseils de prud'homme. Et là, devant les conseils de prud'homme, on se fonde sur le Code du travail, et le Code du travail permet de ne pas avoir à prouver une intention discriminatoire. C'est-à-dire qu'il suffit que le salarié démontre qu'il a l'inégalité de traitement qu'il a subi, et à partir de là, à partir des faits, du faisceau de présomption qu'il donne, eh bien, on peut en déduire qu'il y a eu discrimination de la part de l'employeur ou de la part de l'agence immobilière. Donc là, en matière civile, c'est plus facile de penser qu'il y a discrimination plutôt que de le faire en matière pénale. C'est la raison pour laquelle on a finalement relativement peu de décisions qui soient rendues en matière pénale, alors qu'on a pas mal de décisions qui sont rendues en matière civile. Et la raison pour laquelle c'est important de penser à cela, c'est que, comme on peut le dire, sans doute dans le monde associatif, on a affaire en général à des gens qui se lancent dans une cause, qui s'associent sans esprit de lucre et qui par conséquent ne pensent pas à mal. Mais si on regarde et qu'on voit que la gouvernance associative n'est pas marquée par la diversité de notre société, là, on peut se demander si véritablement il n'y a pas dans les modes de sélection de cette gouvernance associative, s'il n'y a pas des critères, s'il n'y a pas des processus de sélection ou même des idées reçues qui tournent dans la tête des gens, qui font qu'on peut se trouver avec des responsables associatifs qui sont un petit peu à l'image de la majorité de notre société et qui ne reflètent pas vraiment sa diversité. Par exemple, est-ce qu'on a vraiment suffisamment de femmes à des postes associatifs importants? Est-ce qu'après un certain âge, on n'évacue pas les présidents ou les responsables associatifs en se disant bon, maintenant c'est trop tard, c'est fini? Il faut tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de gens du troisième âge dans les responsables associatifs, parce que c'est le moment où ils sont plus libres des obligations familiales ou des obligations professionnelles, et donc il y en a beaucoup. Mais parfois, vous avez des statuts qui disent que bon, on peut avoir telle ou telle responsabilité jusqu'à tel âge, et qu'après un certain âge, ce n'est plus possible. Je pense que là, il faut se poser la question de savoir s'il est vraiment important d'avoir moins de 65 ou moins de 70 ans pour pouvoir être dirigeant associatif. Et donc, là, vous pouvez tout à fait, sur le plan civil, sans qu'il y ait d'intention de nuire, vous apercevoir que les processus de sélection utilisés sont des processus qui induisent un biais et qui peuvent induire un biais discriminatoire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que défenseur des droits là-dedans, à côté donc, du parquet et parfois sur autorisation du parquet? Nous pouvons mener notre propre enquête, donc demander à telle ou telle personne de justifier son comportement. Si par exemple quelqu'un vient nous voir en disant « je pense avoir été discriminé parce que j'ai annoncé ma grossesse », eh bien on peut écrire à l'employeur en disant à l'employeur « écoutez, voilà, tel jour vous aviez employé madame machin, elle a été un CDD, elle donnait satisfaction, deuxième CDD, elle donnait satisfaction. Aujourd'hui, elle vous annonce sa grossesse. Le surlendemain, vous lui faites une lettre pour lui dire que rien ne va dans son travail et que vous ne pourrez pas la reprendre. » Eh bien là, on a une suspicion
qu'il y a en la matière un truc discriminatoire. Et donc, les gens sont obligés de nous donner les documents que nous demandons et donc d'expliquer leur position. Et à partir de ce qu'on recueille comme élément, on peut faire apparaître la discrimination. Par exemple, nous pouvons avoir les registres d'embauche, avoir accès aux fiches de paye d'une entreprise, et ça permet de voir plus clair. Nous pouvons aussi, si nous avons pu montrer qu'il y a eu discrimination, on peut aussi proposer une médiation à la personne qui nous semble avoir été auteur de la discrimination. Et il arrive très fréquemment, dans près de 80% des cas, nous arrivons à régler les questions d'une manière amiable, parce qu'on a démontré à la personne concernée que là, en l'espèce, elle n'avait pas bien joué et qu'elle avait fait une erreur ou même une faute. Et enfin, s'il y a une procédure, nous pouvons déposer les observations devant la juridiction saisie à l'appui de la thèse qui nous semble la bonne thèse. C'est ainsi que nous avons accompagné des jeunes qui avaient fait l'objet de contrôle d'identité en Gare du Nord et qui pensaient que le contrôle était discriminatoire. Et effectivement, nous avons soutenu leur position et la Cour de cassation a fini par reconnaître qu'effectivement, comme il n'y avait pas de raison évidente de les contrôler eux, eh bien, c'est qu'il y avait eu de la part des policiers présents en Gare du Nord un comportement purement discriminatoire. On les avait saisis à cause de leur apparence physique qui était d'être d'origine immigrée. Enfin, je voudrais dire que le défenseur des droits a un rôle aussi de conseil auprès à la fois des juridictions et des parlementaires. Il peut être saisi par tel ou tel parlementaire pour pouvoir donner son avis sur une loi en préparation, et il peut être saisi aussi par une juridiction. Par exemple, le Conseil d'État, étant saisi de tel ou tel litige, peut nous demander notre avis. Autrement dit, il y a des manières de lutter contre les discriminations, même si elles ne sont pas fondées sur des comportements ou des idéologies qui nous semblent condamnables, mais il faut surtout s'en saisir et savoir qu'on ne doit pas rester les bras croisés face à l'inégalité, face à des comportements qui semblent inégalitaires. On peut agir et on peut s'appuyer sur nous. Je rappelle que nous avons une plateforme antidiscrimination.fr qui est accessible évidemment gratuitement, comme tous les services du défenseur des droits, et qui permet d'avoir au téléphone des juristes à qui on peut raconter sa mésaventure, et le juriste peut d'abord l'analyser avec vous et par ailleurs vous donner des pistes pour pouvoir aller plus loin si la personne le souhaite. Donc voilà, contre la discrimination, on n'est pas démuni, on peut agir, et je pense qu'aujourd'hui, c'est utile parce qu'on ne peut pas être un pays qui a dans sa devise républicaine le mot égalité et que des gens se sentent traités d'une manière inégale, parce que c'est une bonne manière de miner la confiance dans notre devise républicaine. Voilà, pour l'essentiel, c'est un peu la présentation que je pouvais faire. Merci beaucoup, Madame Paul-Angevin, pour cette présentation très claire. Je vous invite vraiment, si vous avez des questions, on a 5 minutes là à les poser dans la barre de questions-réponses. Peut-être pour lancer les questions, je voudrais vous proposer rapidement de revenir peut-être sur ce qui fonde la distinction peut-être entre discrimination directe et discrimination indirecte, pour que les spectateurs comprennent bien. Alors, il faut se dire que finalement, dans le code pénal, la discrimination indirecte n'est pas vraiment incriminée, parce que la discrimination indirecte, justement, ne part pas d'une intention pénale. Et par conséquent, au fond, c'est souvent en comparant, en faisant des comparaisons, des comparaisons donc pertinentes, qu'on parvient à établir que telle ou telle personne ou telle catégorie de personnes ont été discriminées. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, nous avons sur les télévisions des gens qui appellent en disant que tous les malheurs viennent de telle ou telle catégorie de la population. Bon, ce n'est pas ça. C'est simplement que sans vouloir faire mal, sans y penser, on a pu, vous savez, dans les processus de recrutement, par exemple, au fond, vous avez ceux qui vont se dire, je ne veux pas de maghrébins, je ne veux pas de femmes maghrébines, je ne veux pas ceci, voilà. Mais vous avez ceux aussi qui auront l'impression que telle ou telle personne est plus compétente qu'une autre. Et par exemple, dans les métiers techniques, c'est vrai qu'une jeune femme, souvent, n'est pas perçue
comme compétente, alors qu'elle peut parfaitement l'être. Et donc, on a à lutter parfois dans ce genre de choses contre des représentations qui sont des représentations inconscientes. Et par exemple, en matière de discrimination indirecte, eh bien, peut-être que sur chaque cas, on n'a pas dit je te prends pas parce que tu es maghrébin ou d'Afrique subsaharienne, mais quand on regarde le panel, on s'aperçoit qu'à chaque fois, finalement, la personne, elle bute devant la désignation. Et c'est ainsi qu'on a eu à intervenir pour quelqu'un qui était en CDD. Et effectivement, il s'est rendu compte qu'il était en CDD depuis plusieurs années, était renouvelé, il était apprécié, mais toutes les fois qu'il y avait un CDI disponible, eh bien, il n'était jamais retenu. Et parfois, des gens qu'il avait formés, eux, étaient pris en CDI. Donc, il ne comprenait pas. Il a dit là, en quelque part, c'est un truc discriminatoire. Donc, nous, on a pu regarder les registres du personnel de cette société et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement beaucoup de personnes d'origine maghrébine qui étaient en CDD et presque pas en CDI. Et à partir de là, évidemment, ça fait apparaître la discrimination. Il y a le cas aussi des médecins, notamment des spécialistes, qui, chaque fois que si vous téléphonez, on ne vous dira pas, on ne veut pas de vous parce que vous avez la CMU. Mais quand il y avait, dès que la personne disait « je suis à la CMU », eh bien, son rendez-vous se retrouvait reporté à 8 mois après, quoi. Alors que sinon, elle aurait eu un rendez-vous beaucoup plus tôt. Et du coup, il y a une personne qui a dit « mais c'est de la discrimination en raison justement de la vulnérabilité économique ». Puisque les gens qui sont en CMU sont des gens qui ont ce problème de vulnérabilité économique. Et en définitive, on a examiné les registres du médecin en question, comparé avec le taux de CMU dans le quartier, comparé avec ce que faisaient ses autres collègues, et on s'est aperçu que si, par exemple, il y avait dans son quartier 7 à 8% de gens qui avaient droit à la CMU, dans sa clientèle, il n'y avait que 1%. Et on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait sans doute de la discrimination à l'égard des personnes en CMU. Donc, la discrimination indirecte doit se prouver d'une manière, effectivement, par des calculs et par des comparaisons. Et le problème que ça nous pose, notamment pour les discriminations en raison de l'origine, c'est qu'on n'a pas, vous savez, cette fameuse polémique française où on n'a pas de statistiques ethniques. Et donc, je voudrais préciser à ce point de vue-là qu'effectivement, nous, chez le défenseur, on ne se propose pas qu'on puisse classer les gens d'une manière rationnelle et définitive en fonction de leur origine. Mais on ne s'interdit pas de faire de temps en temps des enquêtes et de regarder si, effectivement, des gens dont on ignore s'ils sont réellement maghrébins ou s'ils sont réellement africains ou antillais, mais qui peuvent être perçus comme, eh bien, si ces gens-là qui sont perçus comme sont discriminés, on peut penser que c'est parce que on les classe dans une catégorie avec les stéréotypes et les préjugés afférents. Et donc, aujourd'hui, quand nous disons qu'on ne fait pas assez de lutte contre les discriminations en raison de l'origine, on répond toujours, oui, mais en France, on ne catégorise pas les gens selon leur catégorie ethnique ou raciale. Il n'est pas question de les catégoriser, mais si, à tort ou à raison, quelqu'un a pensé que vous êtes, par exemple, vous êtes une femme maghrébine et que 2 jours après avoir été embauchée, vous allez venir avec le foulard, eh bien, c'est un des éléments qui fait que aujourd'hui, on se rend bien compte que dans beaucoup d'emplois, les femmes maghrébines sont discriminées. Il y a eu encore une enquête qui a été faite dans le nord de la France qui a démontré cela. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est peut-être plus subtil, c'est peut-être moins utilisé dans notre pays parce que justement, nous n'avons pas, nous hésitons à faire des classements, des fichiers, des catégories, mais ça peut être quand même quelque chose d'utile pour pouvoir faire apparaître une manière de procéder qui, au fond, est j'allais dire, une maladie du processus. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse très éclairante. David, je vois que les questions commencent à arriver. Peut-être en prendre 2 ou 3 rapidement pour Madame Paul-Angevin. Alors, oui, alors on a trois questions. Alors, la première concerne la question est-ce que l'on peut considérer que le fait de mettre des personnes au chômage ou en plan de fin d'emploi à la cinquantaine, que c'est une discrimination? Donc ça, c'est une première question. La deuxième question revient plus sur le concept de discrimination positive et demande si vous sauriez définir et présenter peut-être des moyens de lutter contre les discriminations. Bien que partant d'une bonne intention, ces comportements conservent et banalisent les critères de discrimination que nous combattons.
Donc, sur la question de la discrimination positive. Une question sur le handicap, est-ce que c'est toujours la première saisine du défenseur des droits? Et la question de la médiation également. Que se passe-t-il dans le cas de refus d'une médiation? Et quelles sont les pénalités encourues pour les discriminations indirectes? Les pénalités encourues pour? Pour un cas de discrimination indirecte, pardon. Alors, ce que je pourrais vous dire, la première question porte sur les questions d'âge. Et c'est vrai que pendant assez longtemps, on n'a pas vraiment considéré les questions d'âge comme une discrimination. Par exemple, nous avons des mesures spécifiques qui sont prises pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et là, on peut pas. C'était plutôt une manière de donner des petits coups de pouce aux jeunes de 16 à 25 ans qui avaient des difficultés d'accès à l'emploi. Et on ne peut pas considérer que c'était une forme de discrimination. De la même manière, à partir de 55 ans, il y avait un certain nombre de mesures qui étaient prises pour permettre aux personnes âgées de plus de 55 ans de partir plus vite, de garder les droits si elles étaient au chômage plus longtemps et de partir plus vite à la retraite en considérant que c'était moins grave. Mais en réalité, aujourd'hui, prendre des mesures à l'encontre de quelqu'un, par exemple, lui proposer de partir à la retraite ou partir au premier licenciement parce qu'il a un certain âge, eh bien, si ça arrange la personne qui a dit oui, pourquoi pas? Mais en fait, vous ne pouvez pas l'obliger parce que c'est une discrimination en raison de l'âge. De la même manière, nous avons eu des décisions où quelqu'un n'était pas embauché. Par exemple, quelqu'un a 59 ans ou 60 et il se présente pour un emploi et on lui dit non parce que pour l'entreprise, c'est compliqué de lui faire une période d'adaptation et il ne va pas rester longtemps parce qu'il partira à la retraite. Et ça, nous avons décidé que ce n'était pas possible parce que ce n'est pas à l'employeur de savoir quand la personne aura envie de partir à la retraite. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on fait apparaître que ce sont des discriminations qui sont aussi critiquables que les autres parce que chacun, finalement, a une trajectoire de vie qui lui est propre. Et ce n'est pas parce qu'on a 58 ans qu'on a envie d'aller planter des choux. On peut tout à fait avoir envie de continuer à exercer des responsabilités. Et donc, de plus en plus, nous avons fait deux rapports sur les personnes âgées où on dit ça, ce sentiment qu'ont les personnes âgées, qu'on les a mises de côté à cause de leur âge, mais finalement, elles sont prêtes à l'accepter souvent. Elles ne se disent pas c'est de la discrimination. Alors qu'aujourd'hui, la loi ne fait pas du critère d'âge un critère permettant de refuser une embauche ou de mettre quelqu'un à la retraite. S'agissant de la discrimination positive, j'ai un petit problème avec le mot, peut-être pas avec l'action, mais avec le mot. Et je voudrais rappeler qu'aux États-Unis, on ne parle pas de discrimination positive. Aux États-Unis, on est sur des actions correctives. Et moi, je pense que si on constate une inégalité, vous en avez un qui est au rez-de-chaussée, l'autre qui est à l'étage, si vous ne mettez pas d'escalier, il ne va jamais arriver à l'étage. Voilà. Et là, je crois que nous pouvons et nous devons mettre en place des actions correctives pour les gens qui ont une difficulté, une inégalité. Mais très franchement, je préfère ne pas utiliser le mot discrimination, puisque pour moi, c'est un mot qui est un mot négatif connoté. Si la discrimination est quelque chose de mal, elle ne peut pas être positive. C'est mon avis. Bon. En revanche, les actions correctrices, je persiste à penser qu'elles sont utiles. Et vous savez que quand la France a transcrit la directive européenne, on a refusé d'intégrer en droit français la phrase ou l'article sur l'action corrective. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que dans beaucoup de cas, il faut faire des actions correctives. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est porteur de handicap et qui doit être scolarisé. Il y a une chose, il y a eu des enfants qui n'ont pas pu être scolarisés, notamment on avait un exemple, un enfant qui devait aller dans une classe préparatoire et la classe préparatoire était à l'étage. Et il a fallu des discussions sans fin, des interventions sans fin et même presque une grève de ses camarades pour qu'on se dise qu'au fond, c'était aussi simple de mettre la classe au rez-de-chaussée. Voilà. Et que par conséquent, de cette manière-là, le jeune homme en fauteuil pouvait aller en classe. Et dans une entreprise de la même manière, il suffit souvent de petits aménagements, soit d'un ordinateur, soit même des petits appareils, permettant à quelqu'un qui a un handicap
de travailler aussi bien que n'importe quel autre collègue. Et nous avons eu des difficultés là-dessus avec l'éducation nationale, parce que vous avez des enfants qui vont à l'école et qui peuvent suivre parce qu'ils ont un ordinateur, parce qu'ils ont des choses comme ça. Et quand ils arrivent dans le supérieur, on ne veut plus leur donner en prétendant que ça va les favoriser par rapport à leurs camarades. Or, rétablir l'égalité, ce n'est pas favoriser quelqu'un. Et donc, à chaque fois, on a cette discussion sur la discrimination positive. Alors, le handicap est effectivement toujours la première cause de saisie du défenseur des droits. Alors, depuis que nous avons lancé la plateforme antidiscrimination.fr, eh bien, pratiquement, ça arrive parfois à égalité avec des saisines ou des coups de fil pour discrimination en raison de l'origine. Mais le handicap, l'état de santé, ce sont toujours des critères qui sont très utilisés. Et je pense que c'est parce que les associations sont très dynamiques et se disent qu'il ne faut pas se laisser faire. Alors, malheureusement, les refus de médiation, on n'a pas beaucoup de manières de pouvoir les contredire. Ce qui reste quand il y a eu refus de médiation, c'est de faire une procédure, puisque ça, c'est toujours possible. Et donc, les sanctions allouées aux procédures, c'est selon que vous êtes en matière pénale ou selon que vous êtes en matière civile. En matière civile, bien évidemment, ce sont des dommages-intérêts, ce sont des indemnisations. Parfois, pour les gens qui ont été discriminés, par exemple pour raison syndicale, ça peut être une reconstitution des salaires sur une période qui peut être longue. Donc, si les employeurs le savaient, peut-être qu'ils feraient quand même un peu plus attention. Mais malheureusement, en matière civile, on ne peut pas prononcer d'autres sanctions que des sanctions pécuniaires. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation et d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je sais que vous devez nous quitter. Merci beaucoup à vous. On vous remercie pour votre bonne présentation. Bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Sans plus tarder, je vois que le temps avance. Je vais laisser maintenant la parole à monsieur Étienne Butzbach, vice-président éducation et numérique à la Ligue de l'enseignement, pour répondre à la question suivante. Comment s'investir dans la lutte contre les discriminations et tendre vers une gouvernance inclusive? Je vous laisse la parole. Merci Mehdi, merci au mouvement associatif de nous avoir invités pour participer à ce webinaire sur ce que pourrait bien signifier une gouvernance inclusive pour une association. Qui plus est, pour une association comme la Ligue, qui a fait de l'émancipation humaine son projet fondateur et donc de la lutte contre les discriminations, une composante évidente de son action. Pourtant, comme l'a dit Mehdi aussi dans son introduction, et comme beaucoup d'autres associations, la Ligue n'est pas exempte de critiques dans ce domaine et s'est engagée depuis 2-3 ans dans un grand chantier de travail sur la modification de son fonctionnement pour mieux se conformer à cet idéal d'une gouvernance inclusive. Donc, je vais beaucoup parler de ces questions de discrimination indirecte, de fait, qui sont liées aux conditions dans lesquelles, effectivement, tout un chacun peut réellement participer à une association et s'impliquer, y compris dans ses instances dirigeantes. Peut-être trois points rapides. Qu'est-ce que la Ligue ? Comment la Ligue se pose aujourd'hui ces questions de gouvernance, et puis faire un focus sur un élément qui me semble très important, c'est la façon dont la Ligue permet la découverte de la vie associative via un parcours d'engagement. Qu'est-ce que la Ligue? Alors la Ligue, rappelez, c'est d'abord 102 fédérations d'associations qui sont en France métropolitaine et outre-mer, et 2 fédérations sportives, l'USEP et l'UFOLEP, c'est 13 unions régionales, et c'est 20 000 associations affiliées, puisque, comme je l'ai dit, la Ligue, c'est des fédérations d'associations. La militante base, finalement, de la Ligue, c'est d'abord ces associations, avec 2 tiers d'associations sportives, USEP, UFOLEP, 15% d'associations culturelles et 15% d'associations en lien avec les loisirs éducatifs. C'était la Ligue, les amicales laïques, qui effectivement, qui étaient un peu les ancêtres des maisons pour tous ou des maisons de quartier, qui réunissaient des pratiques diverses sous la houlette de l'éducation populaire, avec pour nous aujourd'hui 1 million d'adhérents, 3 000 services civiques, 15 000 salariés. Et donc, une structure finalement qui est intéressante parce qu'elle est confédérale dans les textes, et de ce côté-là, on pourrait dire qu'elle est inclusive par rapport aux traditions d'un présidentialisme jacobin qui est quand même un peu la culture dominante dans ce pays en ce qui concerne les modalités de gouvernance. Alors, comment la Ligue se pose aujourd'hui ces questions de gouvernance? D'abord parce qu'elle a traversé une grave crise de gouvernance.
Entre 2018 et 2020, il y a eu comme une espèce de mouvement de dégagisme par rapport à, effectivement, un conseil d'administration confédéral qui était relativement formel, un bureau inexistant. Il y avait plutôt un pilotage par un secrétariat national avec des membres permanents, salariés. Un vieillissement, un faible renouvellement des responsables bénévoles en situation de responsabilité, un poids croissant des salariés et une représentation féminine insuffisante, avec une majorité d'hommes retraités. Même si Paul Langevin a raison de souligner le fait qu'il peut y avoir une discrimination anti-âge, pour le moment, un des problèmes qui est posé, c'était quand même un peu le fait que le mouvement associatif, normalement, et notamment ses présidents, c'est un peu trusté par ces personnes qui prennent de l'âge et qui sont plutôt des hommes retraités. Et la Ligue ne faisait pas exception. Avec un double héritage problématique pour la Ligue, qui était d'une part cette question du culte, la culture présidentialiste à la française. J'insiste là-dessus parce qu'on a un vrai problème institutionnel en France. Comment peut-on gouverner une société complexe à partir d'un homme seul? On a quand même quelque chose d'assez désuet, à mon avis, sur la situation, mais qui se répercute en cascade, y compris dans nos associations. Le poids du président dans un certain nombre d'associations est quand même extrêmement problématique et je crois que ça doit nous interroger sur la façon dont on est capable de passer à un autre mode de gouvernance. Et puis, un autre héritage de la Ligue, c'est le modèle pyramidal, hiérarchique et descendant de l'éducation nationale, qui s'oppose à des modèles participatifs et horizontaux qui devraient être ceux d'une association comme la Ligue. Et alors, je vous ai parlé de dégagisme avec aussi le risque d'une fausse alternative. On voit bien que par rapport à ce qu'on appelait ces vieilles maisons, un peu recluses, on mettait en avant les questions des start-up associatives, et la Ligue n'a pas échappé aussi à cette volonté pour certains éventuellement de la transformer en espèce d'agence de gestion des programmes gouvernementaux en disant finalement les mouvements d'idées c'est fini, aujourd'hui ce qui est important c'est la pratique, c'est le modèle économique et on voit bien que là il y avait nécessité pour la Ligue de se ressaisir. Ce qu'elle effectue depuis maintenant donc 2 ans, 2 ans et demi, avec, je le disais, une refondation en profondeur de sa gouvernance. Ça passe par quoi? Ça passe juste déjà par le fait de redéfinir un cadre formel démocratique. Comment voulez-vous inclure dans la gouvernance quand cette gouvernance elle-même dysfonctionne? Donc, c'est le problème du fonctionnement des conseils d'administration. Ce n'est pas seulement valable pour la Ligue, c'est aussi valable pour n'importe quelle association. En quoi le conseil d'administration est réellement une assemblée délibérative dans laquelle il y a des heures du jour, il y a des comptes rendus, il y a un certain nombre de pratiques formelles qui permettent l'accès à tous à l'information et à la pratique du débat. C'est aussi la façon dont sont menés les débats au sein du conseil d'administration. Il y a eu de ce côté-là des interrogations fortes et des modifications dans le fonctionnement de la Ligue. Un travail sur la composition aussi du conseil d'administration, des instances dirigeantes, avec la façon de comment on fait attention à la parité, à la question de la représentation régionale, à la diversité, quel type, est-ce qu'il faut introduire des quotas, enfin, sur des discussions qu'on est en train de discuter, enfin, d'avoir pour voir de quelle façon on peut effectivement avoir la composition d'un conseil d'administration qui permet d'être un peu à l'image de ce qu'est le mouvement et qui puisse aussi se renouveler régulièrement. Ce qui pose aussi le problème de la relation entre les salariés et les professionnels. Parce qu'on voit bien qu'un des risques dans une association très professionnalisée, c'est la prise de pouvoir par les professionnels. Mais comment trouver un équilibre entre le fait de pouvoir effectivement donner toute leur place aux administrateurs, aux politiques, si je puis dire, mais dans le fait aussi que les salariés puissent être associés à la démarche. C'est aussi dans ce renouvellement de l'apport de nouveaux dirigeants associatifs, la mise en œuvre de processus de passage de relais plus fluides. On développe beaucoup au sein de la Ligue, dans les groupes de travail, les commissions, des principes de coprésidence. Il y a même d'ailleurs quelques fédérations dans lesquelles on n'a plus un président. On a des coprésidents. L'Ariège, par exemple, il y a 3 coprésidents. Alors, des fois, c'est un peu problématique dans un pays dans lequel la culture présidentielle est très partagée, mais je crois que c'est à travers ces mesures aussi qu'on peut pouvoir effectuer ces transitions. C'était aussi au niveau du débat de la Ligue, mais je viens d'évoquer avec les coprésidents, c'est un exécutif collégial, redonner sa place au bureau. Aujourd'hui, le bureau, c'est 12 personnes qui se réunissent tous les 15 jours de façon extrêmement régulière. Le président est plus un animateur d'une équipe que quelqu'un qui va décider à la place d'eux, avec aussi des rôles spécifiques, des dossiers dont les présidents se chargent, mais flanqué aussi de comités nationaux, de groupes de travail qui permettent de démultiplier l'implication de tous ceux qui peuvent se sentir embringués dans cette affaire.
et mieux aussi, avec aussi mieux utiliser ce qu'on appelle les moments rituels de la vie associative. Ce que j'appelle moments rituels, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit être travaillée, et ça serait un comble pour une association d'éducation populaire de se borner à quelque chose d'un peu rituel dans lequel il y a un rapport d'activité, un rapport moral, un rapport… Mais comment on en fait aussi un moment vivant qui permet de restituer la vitalité de ce qu'est, qui donne à lire à l'ensemble des membres de l'association, mais au-delà aussi à l'extérieur. Je pense par exemple le rapport d'activité, c'est pas quelque chose uniquement de rituel, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui donne aussi à voir la réalité et qui permet aux uns et aux autres de comprendre finalement ce que fait l'association. Beaucoup soulignent dans ces questions d'inclusion le fait que souvent les gens n'osent pas parce que s'intéresser finalement à l'organisation parce qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'ils ne sont pas compétents à pouvoir prendre des responsabilités parce qu'ils n'ont pas justement cette connaissance intime. Mais si c'est bien la nécessité aussi d'avoir cette communication, cette transparence, cette valorisation. Actuellement, la Ligue aussi essaie de voir de quelle façon on peut utiliser l'outil numérique dans ce domaine-là, les plateformes d'échange, les Padlet, l'élaboration collective de textes, etc. Avec aussi le phénomène d'open data, comment on peut là aussi permettre de pouvoir inclure plus largement dans le débat collectif l'ensemble des militants et leur donner envie finalement éventuellement de s'investir en responsabilité. Et puis, il y a un élément central, et c'est là-dessus d'ailleurs je ferai le focus, c'est sur la question de la formation des nouveaux administrateurs, des nouveaux salariés. Il y a aujourd'hui un effort important qui est fait au niveau de la Ligue pour voir de quelle façon démultiplier un peu ces espaces de formation, et puis qui permettent aussi de coopter. Parce qu'on voit bien que le problème, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait les volontaires pour prendre des positions de pouvoir, c'est d'identifier effectivement, d'aller chercher les gens, et notamment ceux qui sont le plus éloignés, les femmes, les jeunes, les personnes de milieu populaire, qui n'ont pas forcément fait de grandes études, etc., et ne se sentent pas forcément comme ça aptes à diriger, alors qu'ils en auraient effectivement toutes les compétences pour autant qu'on les y aide. Je vais terminer, puisqu'on a comment on doit faire ça dans un temps très restreint, sur le focus sur le rôle de la Ligue dans la socialisation et dans l'accompagnement des individus pour favoriser leur implication dans une gouvernance inclusive. Et c'est notamment à travers deux exemples, le fait que, à travers différents dispositifs qu'on déploie dans les territoires, la Ligue va, à travers un parcours d'engagement, permettre dès l'enfance, finalement, de donner progressivement aux jeunes, à l'individu, les moyens de pouvoir s'impliquer plus fortement. À partir de 6 ans, même avant, dans maternelle, je veux dire, c'est à travers les associations USEP, par exemple, c'est le fait de dire l'enfant doit être acteur, auteur de la rencontre sportive, de l'organisation associative. On travaille avec lui les différents rôles qu'il doit pouvoir avoir joué. C'est aussi, je pense à ces associations temporaires d'enfants citoyens que les Franca avaient lancé à un moment donné, ou les moments, les ateliers philo, tout ce qui permet aussi le débat. Donc, travaille dès le plus jeune âge, comment la parole des enfants et des jeunes est quelque chose d'essentiel, et comment on met en place des dispositifs qui fait qu'on n'agit pas pour ou à la place des enfants et des jeunes, mais on leur donne réellement toute leur place. À partir de 11 ans, c'est aussi tout le travail qu'on fait sur l'aide à la structuration de projets, avec les juniors associations, par exemple. C'est le fait de pouvoir faire que des jeunes qui n'ont pas l'âge légal pour rentrer en association puissent effectivement quand même, avec un parrainage d'un adulte, mais de façon, ouvrir éventuellement, avoir la possibilité d'ouvrir un compte en banque, de pouvoir créer une association, de monter un projet. En lien aussi, ça se fait aussi beaucoup en lien avec la formation des conseils de vie lycéenne, des conseils de vie collégiens, ou les maisons des collégiens ou les maisons des lycéens. Et puis, je pense aussi à des initiatives comme l'association Jet d'encre, que vous connaissez aussi, qui est l'association des journaux lycéens et des web radios. Comment, à partir de ça, on permet aux jeunes de pouvoir s'emparer de cette question de la prise de parole et de la capacité à pouvoir peser sur les choses. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'implication dans le service civique. Et je voudrais, pour terminer, donner un dernier exemple, c'est une masterclass interassociative qu'on a mis en place avec
la Croix-Rouge, les familles rurales, d'autres encore, l'APF, qui est un masterclass gouvernance et engagement, MAGE, ça s'appelle. C'est rien de magique, c'est tout à fait concret, avec une série d'ateliers des jeunes qui peuvent donc du coup se former au monde associatif, à la gestion de projet, à la prise de parole en public, à la gestion de budget. Enfin, il y a donc une série de séquences, de modules en distanciel, et puis aussi des week-ends avec la production finalement au bout du compte, une production concrète. Donc voilà, j'ai essayé de me tenir dans le temps imparti parce qu'on a déjà largement imposé les choses. Donc pour moi, 3 éléments qui me semblent majeurs, hein. La question de la collégialité, dire le fait, la question de l'éducation, de la formation, du parcours d'engagement, et puis surtout ce que j'évoquais, le souci de la ressource humaine, c'est d'aller chercher les gens, et en particulier ceux qui sont le plus loin de tout ça, qu'on n'aille pas à la sortie de Sciences Po, des facs de droit comme le font certains partis politiques pour recruter, mais quand on identifie chez quelqu'un la volonté d'aller de l'avant, même s'il n'a pas les outils, s'il n'a pas confiance en lui, de lui dire « toi aussi tu peux en être ». Hein, tu peux participer d'un conseil d'administration, tu peux participer, mais en l'accompagnant dans ce parcours d'engagement. Merci beaucoup, Étienne, pour cette intervention. David, je ne sais pas s'il y a des questions. Si, il y a plusieurs réactions. Peut-être la première question, moi qui me paraît intéressante, c'est la question de l'évaluation par rapport à toutes ces actions. Comment est-ce qu'on évalue aussi à un moment donné ces questions d'ouverture et d'ouverture notamment de la gouvernance, et de donner également un exemple de qu'est-ce que c'est qu'une AG vivante. Déjà, peut-être si vous pouvez répondre à ces 2 questions. Il y a plusieurs questions. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes, mais peut-être déjà ces 2 premières. Non, mais je trouve toutes ces questions très, très au cœur du débat, hein. Alors, une question qui me tient à cœur, c'est la question de l'évaluation, en sachant que c'est un peu de la tarte à la crème, hein. Il y a une espèce d'injonction évaluative où l'État voudrait des fois qu'on évalue les actions avant même de les avoir commencées. Donc, il faut qu'on soit aussi prudent là-dessus, mais il n'empêche que c'est pas parce qu'on est d'éducation populaire qu'on est bon. Hein, et on doit aussi s'interroger sur nos pratiques, et on a engagé au niveau de la Ligue. La Ligue n'avait pas de tradition forcément très fortement évaluative. Je crois que dans nos associations, on n'en a pas forcément. Hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris, on fait des bilans, on fait des choses comme ça, mais pas de l'évaluation plus poussée. Et on est engagé actuellement dans une réflexion, enfin au-delà d'une réflexion d'ailleurs, on a commencé à travailler pour voir de quelle façon, et de façon un peu ascendante, hein, et pas descendante. C'est pas la pratique de l'évaluation, c'est d'abord l'auto-évaluation des équipes, hein, c'est la capacité à ce que sur le terrain, les uns et les autres évaluent leur action. Donc oui, très bonne question. Ça fait partie de la question de l'inclusion, de la question de l'évaluation, hein, parce que et ça valorise aussi, hein, c'est la façon dont ensuite on est capable de rebondir de ça pour valoriser ce qui se passe sur le terrain. Les AG vivantes, on commence à avoir des techniques, hein, qui sont pas seulement dans les discours de tribune, mais il y a bien sûr les alternances entre des séquences en plus petits groupes qui permettent l'expression des uns et des autres. C'est aussi le fait de susciter des témoignages. Il y a l'utilisation de la vidéo pour porter la parole de ceux qui n'ont pas forcément la parole. Enfin, il y a quand même 1001 manières aujourd'hui, je pense, de faire en sorte que ça ne soit pas des trucs où on écoute le discours plan-plan du président, etc. Enfin, je pense que honnêtement, on pourrait tout à fait échanger hors micro sur la façon dont on peut construire ça. Enfin, la Ligue est à disposition des associations qui souhaiteraient qu'on travaille avec eux là-dessus. Je ne sais pas, il y avait peut-être une question sur la question de l'ouverture, et tu citais un petit peu l'envie aussi comment susciter l'envie de devenir membre d'un CA afin de réagir, parce que justement on a il y a la question aussi de réussir à trouver les personnes qui seraient intéressées. Je ne sais pas forcément évident. Ça, à mon avis, ça doit être une obsession. Et on a souvent dit, par exemple, quand il y a des salariés, les salariés se plaignent d'un CA qui n'est pas assez vivant. Moi, je dis toujours, les salariés ont le CA qui mérite et le CA a les salariés qui méritent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obsession d'un salarié, par exemple des animateurs d'un centre social ou d'une association, c'est de voir comment il repère des gens avec qui il va tendre la perche. Parce que ce n'est pas spontanément que les gens vont venir, tiens, je vais aller dans… Alors, il y en a quelques-uns, hein, qui sont des spécialistes de l'affaire qui à tout prix veulent entrer dans le CA, avoir du pouvoir avant même d'avoir réalisé quoi que ce soit sur le terrain.
Moi, je dis toujours, ayez d'abord une action, ayez déjà forgé sur le terrain un certain nombre de choses que vous faites. Par contre, le fait qu'on arrive à repérer des gens qui font des choses qui sont extraordinaires sur le terrain, enfin tous les jours, moi, ce qui me rend optimiste, c'est de voir l'ingéniosité qu'il y a de l'humain quand on lui laisse les possibilités de s'exprimer. Mais à ce moment-là, comment on va lui donner envie de dire, tiens, alors qu'il n'y avait jamais pensé, devenir un CA, mais ça c'est pour ça que je dis il faut aller chercher, il faut coopter. Il y a une démarche dynamique qui doit être de la responsabilité de ceux qui sont aux manettes, soit qu'ils soient en tant que dirigeants bénévoles, soit qu'ils soient salariés. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse, mais… C'est très clair, merci. Enfin, en tout cas, je pense, Étienne, merci. Je vois que le temps file. Ce que je peux vous proposer, on tentera de répondre aux différentes questions. On fera un petit document de retour par mail avec la réponse aux questions auxquelles on n'aura pas pu répondre. Mais le temps file. Sans transition, je vais donc laisser la parole maintenant à Eric Sinatora de l'association Graph CMI pour partager une pratique inspirante et comment finalement la gouvernance inclusive peut nourrir aussi, pour aller plus loin, aussi les actions de l'association. Donc, Eric, je vous laisse la parole. Oui, bonjour et merci. Tout d'abord, là, je viens de boire du petit lait avec mon prédécesseur, puisque j'ai moi-même présidé une amicale laïque dans l'Aude pendant 20 ans, parce que le GRAPH est une association d'éducation populaire, parce que mon fils a lancé la première junior association du département. Bref, donc on est un pays de connaissances et je me retrouve dans les problématiques qui ont été annoncées. Comment rendre une AG vivante? Oui, ça c'est le problème. Et c'est mon travail au quotidien en tant que directeur de cette association d'éducation populaire que de repérer et d'aller chercher et d'encourager les bénévoles à monter au créneau et à s'investir effectivement dans la gouvernance. Donc, en ce qui concerne le GRAPH, groupe de recherche et d'animation photographique, c'est une association d'éducation populaire que nous avons créée en 1987, que je dirige depuis 1990 à Carcassonne dans l'Aude. Et ça va être une des premières associations d'éducation populaire à bénéficier du label Centre d'art contemporain d'intérêt national, puisque notre travail, nous, c'est d'être un centre photographique qui travaille à la fois sur de la programmation de photographie contemporaine, sur l'aide à la création, en organisant des résidences d'artistes, mais qui mène également un gros travail d'éducation à l'image envers l'ensemble des publics. Ça, c'est notre rôle d'association d'éducation populaire, puisqu'on intervient de la maternelle jusqu'à l'université et que nous avons créé, à travers cette association, nous avons participé à la création d'un diplôme universitaire avec l'Université de Perpignan, d'un bac pro photo à Carcassonne et prochainement donc d'un BTS qui permettra à nos jeunes de rester sur le territoire et de pouvoir avoir un cursus complet autour de la photographie. Mais l'aspect qui nous concerne aujourd'hui, c'est un aspect depuis 1987 de pouvoir utiliser l'outil photographique justement pour lutter contre les discriminations, pour travailler à l'insertion des publics, quels qu'ils soient. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons des projets qui aujourd'hui sont reconnus, soutenus par le ministère de la Culture, l'Éducation nationale, etc., en direction de publics soit éloignés de la culture, de par un handicap, de par une situation sociale. En gros, pour aller vite, aujourd'hui, nous faisons de la photo en milieu carcéral, nous faisons de la photo avec des gens qui sont en milieu psychiatrique. Et nous sommes en France la seule structure à proposer un atelier hebdomadaire pour des malvoyants. Et c'est ce sujet-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a une quinzaine d'années, lors d'un forum des associations, nous avons rencontré des malvoyants et en discutant avec eux, ils nous ont dit que ce qui leur manquait le plus, pour la plupart, c'était le fait de ne plus pouvoir faire de photos. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis en tête de trouver les outils, les moyens de pouvoir faire de la photo à ces malvoyants, dont en plus le handicap est différent. Il y a autant de pathologies qu'il y a de personnes atteintes de handicap visuel. Donc, il a fallu qu'on apprenne à connaître ce public,
ben ça, pour le connaître, il faut travailler avec lui, travailler avec des professionnels, travailler avec d'autres associations qui, elles, sont spécifiquement dédiées à ces personnes-là et construire ensemble à la fois des outils, une démarche pour permettre à ces personnes-là donc de pouvoir pratiquer la photographie. Donc, l'axe qu'on a priorisé, c'est de dire on trouve les moyens de vous faire de la photographie, mais au même titre que n'importe quelle personne qui intègre notre association pour faire de la photographie en pratique amateur, en semi-professionnel ou à travers des projets avec d'autres collectivités ou d'autres associations. Donc, ensemble, on a trouvé ces moyens-là, on a tenu compte des particularités des uns et des autres. Il y a 5 ans, maintenant 6 ans, nous avons répondu à un appel national, un concours, c'est le SimCitem, qui est à Paris au Carrousel du Louvre, qui est en fait le salon international des galeries et des musées d'art contemporain. Qui a lancé à ce moment-là un appel à projet pour les écoles d'audiovisuel, pour des artistes en vidéo, en photo, etc. Et qui était une autre approche du musée. Voilà, ça s'appelle Musée en portable. Et donc, nous avons décidé ici, avec l'atelier Malvoyant, de répondre à cet appel à projet. L'atelier a réalisé une vidéo de 5 minutes à partir des collections du musée de la Romanité qui se trouve à Abram, à quelques kilomètres de Carcassonne, et pour lequel le conservateur nous avait autorisé à aller dans les réserves, à pouvoir sortir les objets et à les toucher. Et donc, l'atelier a réalisé donc ce clip de 5 minutes et nous l'avons envoyé. Donc, comme nous le faisons depuis le début, sans mentionner le fait qu'il s'agissait d'un atelier composé uniquement de malvoyants. Mais on a la même démarche quand chacun des membres de l'atelier participe ou postule pour participer à un festival ou à une exposition. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne mentionne le fait que ce sont des personnes atteintes de handicap visuel qui envoient la série photo. Et il se trouve donc que nous avons été contactés par les organisateurs et qui nous ont demandé de monter à Paris pour la remise des prix, puisque nous avons eu en fait le prix spécial du jury. Et là, ça a été un grand moment, puisque effectivement, on n'avait pas mentionné que les personnes qui avaient réalisé ça étaient des malvoyants. Et les organisateurs pensaient que c'était des vidéastes du Graphe qui avaient, avec un groupe de malvoyants, fait ce reportage. Voilà. Et quand le groupe s'est levé, composé à 99% de femmes, donc avec les cannes blanches pour aller chercher le prix, je peux vous dire qu'on a été regardé d'un drôle d'air. Donc, cet atelier, il fait partie totale des ateliers que propose le Graphe. Et cet atelier est associé à la vie du Graphe. C'est-à-dire, il n'y a pas cet atelier 2 heures par semaine, on arrive, on fait l'atelier et on repart. C'est-à-dire que quand on reçoit des artistes en résidence, il y a une rencontre avec le public de cet atelier. Et d'ailleurs, ce groupe-là a déjà participé à plusieurs résidences d'artistes qui ont eu lieu sur notre territoire. Quand on lance une thématique ou quand on lance un sujet par rapport, par exemple, à la programmation du festival fiction documentaire qui a lieu à Carcassonne, ce sont toutes les composantes du Graphe, professionnels, amateurs, etc., qui participent. L'atelier Malvoyant y participe également. Et donc, pour nous, il était tout à fait naturel qu'une représentante de cet atelier soit au conseil d'administration du Graphe. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, ce n'est pas quelque chose de spontané. Et quand on est allé chercher une de ces personnes, donc Lydia Saviana, en lui demandant d'intégrer le conseil d'administration du Graphe, d'abord, ça a été un refus. Non, je ne suis pas en capacité, etc. etc. Et c'est là qu'il a fallu, effectivement, avec le président, user de toute notre persuasion. Et en fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que cette personne est au conseil d'administration, qu'elle se représente régulièrement et qu'elle prend de plus en plus de poids au sein de ce conseil d'administration et qu'elle a changé notre manière en fait de travailler. Un exemple tout bête,
on envoie les convocations par mail pour les conseils d'administration, avec l'ordre du jour, avec… à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est malvoyant, il faut faire ça d'une autre manière, il faut envoyer les choses différemment, il faut s'y prendre plus tôt, il faut s'enquérir de savoir si le message est bien passé. Donc voilà, ça perturbe un peu nos habitudes, il faut toujours avoir ça en tête. Au niveau de la programmation du festival, qui est un festival national, qui est un festival autour de la photographie sociale par le prisme de la fiction documentaire, on a un comité de sélection. Et là aussi, en tant que membre du conseil d'administration, Lydia participe au choix des artistes qui vont être présentés. Là aussi, ça implique le fait de prévoir un moyen de faire comprendre à Lydia quelle est la démarche artistique et surtout qu'elle puisse avoir une idée des images qui vont être présentées. Et ça va même plus loin puisque aujourd'hui, l'atelier malvoyant organise des médiations sur le festival pour des malvoyants, donc avec une sorte d'audio description des expos qui sont présentés, mais elles vont encore plus loin, puisque aujourd'hui, elles proposent à la fois à des classes, mais aussi à des photographes professionnels en formation, photographes intervenants, de découvrir les expositions avec des lunettes incapacitantes qui permettent à chacun de prendre conscience des différents handicaps et du champ de vision des uns et des autres. Ça va même encore plus loin, puisque dans la discussion avec cet atelier, Lydia, donc au conseil d'administration, fait remonter le fait que notre matériel n'est pas adapté pour la prise de vue, mais qu'il n'existe pas à ce jour de matériel spécifiquement adapté. Et donc, nous avons enclenché un travail avec des étudiants de l'université de Toulouse qui aujourd'hui sont en train de plancher sur la mise au point d'un appareil photo à commande vocale qui permettrait de faciliter l'accès à certains réglages des appareils photo pour pouvoir continuer à travailler de manière professionnelle. Donc, on facilite également les projets de cet atelier et c'est vrai que le fait que Lydia soit au conseil d'administration, il y a une sensibilisation de nos administrateurs. Elle peut poser le projet, l'expliquer, le développer et c'est ainsi qu'il y a 3 ans, le groupe est parti à Catane mener un travail photographique à partir d'un musée qui est consacré justement à l'accès aux déficients visuels. Et elles sont revenues de là-bas, donc après une semaine, en ayant rencontré leurs homologues italiens et avec un travail de création qui a été mené sur place et qui a donné lieu à une des plus belles expos qu'on ait présentées ces 3 dernières années. Voilà en gros ce que je peux dire sur cet atelier et le fait qu'une des personnes de cet atelier soit au conseil d'administration. Bon, après, inutile de vous dire que toute l'année, c'est aussi le travail du graphe que de lutter contre les discriminations, de faire de la sensibilisation. Voilà, et il y a 3 semaines, on a été distingué par l'Ordre national du mérite, justement pour un travail que nous avons mené avec l'ensemble des collégiens de 4e contre les discriminations. Voilà, en gros, ce que je ne sais pas au niveau du temps, si c'est bon, si… C'est parfait, merci beaucoup Eric. On va se laisser un court temps de questions-réponses à la fin, mais je propose à Sarah de terminer cette succession d'interventions pour nous présenter l'outil de Inclusiscore avant de revenir sur ce dernier temps de questions-réponses. Sarah, je vais du coup repartager le Merci Mehdi. PowerPoint. Eh bien, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sarah. Du coup, je suis à la fois déléguée générale d'AnimaFac, qui est un réseau d'associations étudiantes et donc de jeunes, et à la fois membre du conseil d'administration du mouvement associatif et de la commission engagement. Et je vais vous parler rapidement ici de l'Inclusiscore. L'Inclusiscore, c'est un outil
qui a été créé il y a à peu près 2 ans par le mouvement associatif parce que il y a eu des premières réflexions en 2018-2019 en se disant, dans le sein même du mouvement associatif, on a des coordinations et des fédérations qui sont thématiques et qui travaillent avec des publics différents, avec les parties prenantes des structures. Typiquement, AnimaFac travaille avec des plus jeunes, on a des associations qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, sur des thématiques différentes, etc. Sauf que malgré toute la bienveillance dont on peut faire part, on le sait, dans nos structures, c'est parfois compliqué de penser une inclusion, je veux dire, à 360 degrés. Et le mouvement associatif et ses membres se sont dit, il y a un défi pour nos assos d'être inclusifs au sens large. Et on ne peut pas juste prôner ce principe-là en valeur, mais il faut aussi qu'on arrive à le mettre en œuvre dans nos organisations associatives. Et donc, du coup, on a été accompagné par un chercheur, Philippe Hainaut, pour réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait accompagner nos assos qui ne sont pas inclusives par nature, pour qu'elles le deviennent et qu'en tout cas, elles prennent plus largement en compte l'ensemble des personnes, quelle que soit leur trajectoire de vie. Et puis, on s'est rendu compte que si certaines associations, et on le voit dans nos réseaux, parce qu'on est souvent des têtes de réseau, pouvaient se dire inclusives sur une typologie de personnes, je prends l'exemple d'AnimaFac et des associations. Alors, effectivement, Madame Paul-Angevin le disait tout à l'heure, alors chez AnimaFac, il y a un peu d'agisme, parce qu'on est une organisation de jeunesse et que du coup, nos membres sont plus des jeunes. Et du coup, on est plutôt à dire comment est-ce qu'on accompagne les plus jeunes à prendre de la place dans nos responsabilités. Et du coup, comment est-ce qu'on pense aussi la place des personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'on pense aussi la place des personnes racisées, comment est-ce qu'on pense aussi la place des jeunes économiquement plus en difficulté, puisqu'on sait que l'engagement associatif, on est plutôt sur des personnes CSP+. Sauf qu'on s'est dit, on ne pense pas forcément à tout ça quand on pense au projet asso, et donc il faut un outil qui accompagne les assos à penser ces questions-là. Pour ce faire, c'est l'Inclusiscore qui a été créé. L'objectif était et vraiment je veux bien que tu passes à la slide suivante, Mehdi, s'il te plaît, merci, de se poser toutes ces questions-là. Alors, c'est un outil qui est un usage interne, qui a été créé pour se poser des questions dans ses gouvernances avec plusieurs acteurs et qui a vocation à un peu un outil d'auto-évaluation, finalement, qui donne un petit peu une photo à un instant T de la manière dont on peut se positionner face à ces sujets. On vous conseille de le faire, pour l'avoir expérimenté, soit de le faire avec plusieurs personnes différentes à des moments différents, ce qui vous permet de voir est-ce que tout le monde a la même conscience de comment son asso est inclusive ou pas, ou alors de le faire en collectif pour susciter du débat et ainsi pouvoir définir aussi nos angles d'attaque et d'amélioration possibles. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci. Il y a 22 questions qui sont, on vous demande de répondre de 1 à 6. Et il y a trois typologies de questions. Une première qui est vraiment sur la question du projet associatif. Comment est-ce que ce projet a été pensé? Comment est-ce qu'on est ouvert en termes de public et aussi d'accompagnement bénévole? Et puis, comment est-ce qu'on a pensé les conseils d'administration? J'ai relevé un petit peu quelques questions qui peuvent apparaître. On a des questions qui vont sur enfin, il y a 25 critères de discrimination, je crois que Mme Paul-Angevin l'a dit tout à l'heure, mais du coup, est-ce qu'on a pensé la question de l'âge dans nos CA et dans nos publics? Est-ce qu'on a pensé à la question de l'accueil de nos bénévoles et comment est-ce qu'on l'a pensé? Est-ce que tout le monde peut venir à notre conseil d'administration? Est-ce que tout le monde a accès aux informations qu'on diffuse? Est-ce que on s'est posé la question du sexisme au CA et de la parité? Est-ce qu'on s'est posé la question de l'homophobie qui pouvait potentiellement régner ou pas dans nos discussions? Bref, c'est plein de petites questions qui se posent pour se dire, OK, est-ce qu'on a réfléchi à ça et comment est-ce qu'on fait? Donc, vous allez avoir 22 questions à répondre. Et ensuite, je veux bien la slide suivante, vous arrivez à une évaluation
qui vous permet d'avoir un espèce de score sur 132 exactement, je crois, qui vous permet de vous situer par rapport à la fois aux autres associations. Alors, tout est j'ai perdu mon mot. On ne saura pas qui a répondu et pourquoi, nous on ne collecte pas les réponses. Alors, il y a peut-être des choses à faire évoluer là-dessus aussi, et ça fera partie des chantiers de cette commission engagement du mouvement associatif. Mais ça permet de vous situer et de voir là où il y a besoin de travailler un peu plus, ou là où vous êtes à peu près bon. En gros, c'est de donner des outils et de voir par rapport à un panel d'assaut où est-ce que vous vous situez. Une fois que vous avez ça, c'est chouette, mais ça ne vous donne pas de réponse, et c'est ce que je voyais dans les questions et réponses. C'est comment est-ce qu'on prend en main cette question-là. Et donc, pour cela, on a réuni pas mal de ressources. Et je veux bien la slide suivante, là, Mehdi, s'il te plaît. Qui sont à votre disposition sur plusieurs thématiques, à la fois l'accueil des bénévoles, l'ouverture, le travail avec les publics, l'adaptation de nos moyens. Et c'est une base de ressources qu'on alimente régulièrement avec toutes les ressources qui en sortent et avec, mise en œuvre soit par des acteurs spécialisés, soit par des expérimentations, soit au niveau local, soit au niveau national. Bref, l'objectif, c'est de pouvoir trouver le plus de ressources possibles pour pouvoir vous questionner. Et de pouvoir aussi, si vous le souhaitez, nous envoyer des ressources qu'on puisse mettre sur ce site-là pour pouvoir partager entre associatifs. C'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est un premier outil, ça ne fait pas tout, ça nécessite juste de se dire et de répondre sincèrement. C'est parfois pas évident parce que il y a des questions qu'on ne se pose pas dans nos gouvernances, il y a des questions qu'on ne se pose pas dans nos accompagnements, et donc du coup, c'est un peu le principe de cet outil-là. En très rapide, je me permets, je vois juste une question qui est un peu en lien. Comment est-ce qu'on fait quand les élus ne veulent pas aller sur ces questions parce qu'on a des difficultés à se questionner sur sa posture, comment on avance? Ça peut être intéressant, en fait, justement, cet outil-là pour moi, parce que vous pouvez accompagner les membres du conseil d'administration à dire, bon, bah, voilà, il y a cet outil qui existe, il va poser plein de questions, notamment sur comment est-ce que nos assos, elles œuvrent pour l'intérêt général, et comment est-ce qu'elles font office d'acteurs bienveillants, etc. Et se dire, bon, bah, on peut faire un peu ce test pour voir comment on se positionne, comment est-ce qu'on avance. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant. Je reprends mon exemple, mais moi, je suis DG depuis 1 an. C'est dans une asso qui est composée que de jeunes. Et donc, du coup, on se dit, bah, c'est chouette. Globalement, les plus jeunes sont parfois les plus ouverts à tout et vachement sensibilisés, etc. Quand on leur a proposé de se questionner sur cet inclusive score-là, de le faire en conseil d'administration, le premier retour, c'est bon, mais non, mais c'est bon, nous, on est bon, on n'a pas besoin. Ok, bon, si vous êtes très bien, on peut se plier l'exercice, ça va bien se passer. Et en fait, on s'est rendu, enfin, il et elle et nous, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de thématiques qu'on ne prenait pas en compte, ou qu'on n'avait eu aucune discussion, et que du coup, notre vision de l'inclusivité était sûrement bornée par celle qu'on avait, et donc nous a permis de nous questionner et de réfléchir à comment on pouvait aller plus loin. Et ça passe notamment par le lancement de projets par la suite avec des acteurs experts sur les questions de handicap, comment est-ce qu'on rend nos assos plus inclusives pour les personnes en situation de handicap, comme l'expliquait aussi l'asso juste avant moi qui intervenait. Bref, ça permet des questionnements et de se rendre compte. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec cet outil-là. Voilà, pour moi. Combien de temps faut-il pour faire cet outil? En gros, pour y répondre, ça dépend si vous êtes plusieurs ou tout seul. Tout seul, 22 questions, en vrai, ça peut prendre 10-15 minutes. Si vous êtes à plusieurs, généralement, ça soulève du débat. Et donc, comme ça soulève du débat, ça prend plus de temps en fonction du débat que vous pouvez avoir. Nous, en conseil d'administration à 24, on a mis 1h30. Mais parce qu'on a été plus loin et que ça nous a permis de nous questionner sur plein de choses. Oui, peut-être si je peux apporter des éléments. Après, c'est un petit peu comme tous les outils d'autodiagnostic. Moi, je trouve que ce qui peut être intéressant, même si vous le faites tout seul, c'est derrière de confronter ces résultats et d'aborder ces questionnements avec le reste de l'équipe et justement de nourrir cet échange-là. Et donc, c'est sûr que, comme disait Sarah, ça peut aller très vite quand on le fait tout seul, dans son coin. Mais en même temps, ce n'est pas non plus le plus intéressant parce que le score en soi n'a
n'apporte pas grand-chose de spécifique si on ne confronte pas et qu'on ne se pose pas ces questions à un moment donné avec le reste de l'équipe et voilà, avec tout le monde. Eh bien, merci Sarah, merci pour l'apport David. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, en tout cas sur nos 2 dernières interventions, si je ne me trompe pas. Et c'est parfait parce qu'on est dans le timing pile poil. En tout cas, je tiens à remercier Eric pour la présentation de cette pratique très riche et qui illustre parfaitement comment cette richesse et cette diversité au sein de la gouvernance peut nourrir l'action et la vie de l'association. Et merci Sarah aussi pour la présentation de l'outil Inclusiscore que je vous invite vivement à aller regarder, à tester en individuel ou en équipe. On va s'arrêter là. Pour rappel, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires autour de l'outil, donc sur plein de thématiques qui toucheront à l'inclusion. Donc, je vous invite à rester attentif. Un autre devrait sortir à la rentrée 2023 sur un tout autre sujet. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire autour des sujets d'inclusion. Merci à tous. Peut-être juste, Mehdi, Ouais. puisque j'ai eu plusieurs remarques à propos du webinaire. Il sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube du mois associatif et on fera peut-être un lien, un message aux différentes personnes qui se sont inscrites pour participer à ce webinaire. On remettra notamment, j'ai essayé de partager certains liens vers les sites du Défenseur des droits, vers le site de l'Inclusiscore et autres, avec certaines ressources qui ont pu être abordées durant ce webinaire et avec le lien de la vidéo quand elle sera en ligne. Donc pour les personnes qui souhaiteraient le revisionner, en tout cas, on vous renverra tout ça par la suite. Exactement, oui, dans le mail de retour, on vous enverra le replay et toute la ressource associée. Bien évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'on vous abandonne dessus? Est-ce que vous voulez qu'on débriefe ensemble? Oui, on peut se laisser de... Tu viens de recouper ton micro, Mehdi. Oh, oups, excuse-moi. J'attends juste que les derniers participants se déconnectent. C'est bon. Ah. C'est bon. Parfait. Bon, bah top. Merci Eric, merci Sarah. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'avais peur que l'absence sur les 2 premières interventions d'appui par illustration PowerPoint soit rendre en fait la chose moins fluide, mais au final c'était assez chouette. Je sais pas comment vous le ressenti, l'articulation entre vos différentes interventions. Mehdi, ouais. Mehdi, il y a encore l'enregistrement, peut-être tu peux le couper. Ah oui, ça je peux faire le montage de toute façon en fait, si tu veux. Ouais.